Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Rivalité, un deuxième épisode qui fera aujourd'hui la part belle au football universitaire. C'était presque inévitable au vu des rivalités intenses made in college football. Et forcément, pour en parler avec moi, mon comparse de toujours, Morgane Lagré du site de l'Open Hunt, qui est en ma compagnie. Salut Morgane. Salut Greg, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de participer à cette deuxième émission de Rivalité. Ouais, tout à fait. Plaisir partagé comme tu l'imagines. On prend la direction pour cette première émission consacrée donc, à une rivalité de college football. Donc, on prend la direction du sud-est des États-Unis, Morgan. Nous voici dans l'État ensoleillé, la Floride, pour aborder l'opposition entre les Miami Hurricanes et les Florida State Seminoles, avec en toile de fond un duel épique et mémorable disputé le 16 novembre 1991. Je crois qu'on en avait déjà parlé, notamment pour ceux qui nous Tout écoutent à fait. régulièrement dans le podcast Ball à l'occasion d'un yearbook. Mais on va s'y plonger de manière un peu plus détaillée et surtout, on va s'intéresser plus globalement pour commencer aux origines de cette rivalité. Et forcément, c'est difficile d'y couper le côté rivalité d'État, confrontation Tout à fait. géographique dans l'un des berceau du football global, en tout cas aujourd'hui dans ce qu'on peut connaître au niveau du foot universitaire. Exactement, un État qui produit, forme et a un nombre incalculable de joueurs au niveau college football, bien sûr, hein, qui bougent, qui sortent de Floride, qui vont en Alabama, qui vont en Géorgie, qui vont même un peu plus haut parfois, mais qui ne s'établissent pas vraiment en Floride. Et c'est ce qui surprend un petit peu, c'est que finalement, le premier match, la première confrontation dans cette rivalité entre Miami et Florida State, c'est 1951. Ça arrive Mhm. quand même tardivement, hein. On voit qu'on a des rivalités dans le nord des États-Unis, dans ce qui est la Big Ten aujourd'hui, qui ont commencé au 19e siècle. Donc là, on est vraiment en 1951. Ça arrive finalement tardivement. On va dire que le vrai premier gros match à résonance nationale, c'est 1963. On a Georges Mira qui à l'époque est un quarterback un peu mythique, qui fait la une des journaux. On se dit le quarterback de Miami, hein, on se dit que ça va être peut-être la bonne année pour Miami. Mais finalement, ils se font battre par Florida State cette année-là avec un receveur qu'on connaît bien, puisqu'il a donné son Biletnikoff. nom. Il a donné son nom au trophée qui récompense chaque année le meilleur receveur de la saison. Donc on voit qu'on est dans les années 60, hein. Ça arrive finalement assez tardivement. On est aujourd'hui à 65 confrontations. La dernière en date, donc en 2020, ça ne s'était pas bien passé pour FSU. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Mais voilà, donc on a vraiment une rivalité qui s'établit tardivement, mais qui prend son envol dans les années 80. On va en parler tout de suite avec l'émergence de ces deux programmes, FSU et Miami, quasiment en même temps, hein. C'est ça qui C'est est ça, ouais. assez étonnant. On Mais parle c'est deux. beaucoup, puisqu'on parle beaucoup à Miami, c'est vrai qu'il y a forcément, il y avait des bonnes saisons avant, hein, puisque tu en parlais, du coup, cette rivalité est arrivée très tardivement par rapport, en tout Ouais, cas, à d'autres rivalités à l'échelon national. Mais c'est vrai que dès le début, et ça va être un petit peu justement le fil rouge de cette rivalité, Miami va quand même être très souvent un poil à gratter pour Florida State, qui remporte assez souvent les premières confrontations. Je crois que les 8 premiers matchs sur les 9 tout à premières années fait. sont pour The U. Et c'est vrai qu'en effet, Miami avait un bon niveau, mais ça n'a jamais atteint le niveau forcément de ce qui a été la refonte orchestrée par Schellenberger, notamment à partir de 1979, en Yes. l'occurrence. Et c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à cette phase-là, notamment avec le documentaire qui a été consacré notamment à Miami, hein, documentaire d'ESPN. Mais c'est vrai que paradoxalement à ça, les débuts de Bobby Bowden sont assez rapprochés. C'est fin des années 70, début des années 80. Et en effet, ça s'est tiré la bourre assez rapidement entre les deux programmes. Et en fait, ça met en opposition deux contextes bien différents. Parce qu'on a Florida State qui est, donc c'est à Tallahassee, on est au bord du golfe du Mexique. On a vraiment là une population, on va dire, qui est, alors, grosse influence des Afro-Américains, évidemment, hein, comme dans cette partie des États-Unis, on le sait, Mississippi, le Louisiane, Alabama, on est vraiment dans ce coin-là. Une population qui s'est embourgeoisée, on va dire, au fur et à mesure des années, hein. On sait que la côte ouest de la Floride, donc ça va de Tampa, Naples, les îles paradisiaques de l'ouest sont plutôt courues par les milliardaires qui ont réussi dans la vie. Donc ça Mhm. marque aussi l'identité de la ville, qui devient la capitale administrative d'ailleurs en plus. On est bien loin de ce qui se passe du côté de Miami,
Alors là, c'est sûr que c'est la porte d'entrée pour la communauté latino-américaine. Donc la grosse influence de cubaine, grosse influence aussi des Caraïbes, évidemment, beaucoup d'Haïtiens, des Dominicains, etc. Donc là, ça donne vraiment une ambiance très festive à la ville. Puis je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe sur Ocean Drive, etc. à Miami. C'est la grosse fête. Donc là, on a vraiment deux identités différentes, bien qu'on soit dans le même État. Et ça aussi, ça se matérialise. Ça aussi, ça joue, je dirais aussi, ça aide à l'établissement de cette rivalité entre les deux villes qui sont séparées, je crois, de 300 km à peu près, là, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Une ville très festive et une ville. Alors, il y a quand même beaucoup d'étudiants à Tallahassee, mais c'est vrai que quand on sort du campus, Tallahassee, c'est une ville très embourgeoisée. Oui. Oui, c'est ça. C'est un peu. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de décalage un peu. Alors, c'est vrai que je vais pas dire que Tallahassee, c'est pas ensoleillé, mais c'est vrai qu'il y a plus ce côté niveau climatique entre la plage et le côté un peu plus forêt, on va dire. En effet, le côté un petit peu capitale administrative, capitale touristique, ville étudiante contre ville assez âgée. C'est la Miami, je crois que la réalité. moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 50 ans, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'oppositions qui font en effet que c'est même presque au-delà du simple côté Florida du Nord contre Florida du Sud. Et c'est vrai que ça Ouais. nous a offert quelque chose d'assez palpitant au cours des années 80, avec du coup là, on va dire, qui est donné donc au niveau de l'État de Floride par Miami à partir de 1983. Alors voilà, 1983. Alors on a eu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Howard Schnellenberger donc, qui arrive. euh, Programme de Miami qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a réussi quelques bonnes saisons, des bons coups, mais de manière générale, il n'y a pas de constance dans les résultats au haut niveau. Là, lui, il va arriver, il va tout changer. Alors, c'est pas un inconnu hein, dans le monde du football universitaire et même de la NFL. On sait que c'était le coordinateur offensif des Dolphins, la fameuse année 1972. Donc là, pour ceux qui ont un petit rappel, l'année où ils ont terminé invaincus et champions, en 72, la saison invaincue. Donc finalement, il a été aussi près de Bear Bryant, hein, lors de plusieurs titres au début des années 60. Donc c'est quelqu'un qui a un beau background, comme on dirait. Il succède à Lou Saban, rien à voir avec Nick Saban, hein. Mais il arrive surtout à un moment qui est incroyable, c'est que quelques mois avant son arrivée, le conseil d'administration de l'université pose la question, est-ce qu'on rétrograde l'équipe en 1AA, hein, tout de suite, on vient de séparer la division 1 en 1A et 1AA, on se pose la question, la question est double. Est-ce qu'on va en 1AA ou est-ce qu'on ferme le programme? C'est C'est un les peu radical. deux questions que se pose l'administration à Miami. Schnellenberger arrive, il convainc que donnez-moi une dernière chance. Il arrive avec une conférence de presse hallucinante en disant on va être champion dans les 5 prochaines années. On est en 1979. Ils vont être champions en 1983. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, on pourra reparler d'ailleurs de ce match 83, tu te souviens, contre Nebraska. Le fameux two-point conversion appelé par Tom Osborne pour la gagne. Hein, ça fait 31-30. On est à. C'était quel bowl déjà? Si je me souviens, c'était l'Orange Bowl. Si je me Je souviens. crois. Ils en ont joué beaucoup, l'Orange Bowl, Ils jouaient beaucoup à d'Orange Bowl. domicile. Ah ouais. Mais Exactement. oui, Et oui, c'est donc, la conversion de Turner Gill, c'est ça? Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus qui était le quarterback de Nebraska à cette c'est époque-là, mais un petit piège, le quarterback de c'est Nebraska. peut-être un peu plus tard, Turner Gill. Je dis une bêtise, peut-être. Ouais. Et en tout cas, effectivement, 31-30, puis il tente une conversion à 2 points pour gagner à 32-31. Finalement, ça passe pas. Bernie Kosar et le quarterback de Miami à l'époque, il vient de succéder à Jim Kelly. On se dit qu'il va jamais y arriver parce que Jim Kelly, c'est une légende à Miami. Et finalement, il gagne le titre, le premier titre, ce que Jim Kelly n'a jamais réussi à faire. Bing, Bernie Kosar le réussit, c'est assez fou. On le disait en off tout à l'heure, ce qui est incroyable, c'est que c'est le premier titre d'une université floridienne au niveau college football, Miami 83. Quand on voit que les voisins de Géorgie, les voisins de l'Alabama, de la Louisiane ont accumulé les titres depuis presque un siècle. Premier titre. Et là, ça fait du côté d'FSU, je pense que tu voulais en parler aussi un petit peu, on a Bobby Bowden qui arrive quasiment au même moment, puisque Schnellenberger c'est 79 et Bobby Bowden c'est 76, donc 3 ans auparavant. Ça se passe bien pour Bobby Bowden d'ailleurs, assez vite, et assez étonnamment, ils font 2 Orange Bowl aussi, perdus face à Oklahoma à la fin des années 70.
petite traversée du désert, puis là, ça rebondit à partir de 87. Et ce fameux match de 87 dont on pourrait aussi reparler, si tu es d'accord, parce qu'il y avait 67 joueurs qui ont joué dans la NFL ce jour-là, en 1987. Entre Miami et FSU, c'est hallucinant. Ah bah de toute façon, ça commençait à être assez massif en termes de recrutement. Si tu veux en dire un mot, vas-y, hein, parce que avant de parler de 1991 qu'on va faire tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont amplifié aussi cette rivalité. Il y a en effet ce match de 1987, donc en fin d'année. Déjà justement cette rencontre disputée du côté de l'Orange Bowl. Il y a ce match de 89 également qui est sans conséquence pour Miami, mais seule défaite de la saison contre les Seminoles. Mais voilà, si tu veux préciser un truc sur la saison 87, du coup, dis-nous un peu. 87, c'est bon, il y a le scénario du match, encore une fois, un scénario complètement fou. Florida State qui prend une avance 19-3, si je ne me trompe pas. Comeback absolument hallucinant des Hurricanes qui passent devant 26-25. Déjà, en rebelote, cette fois-ci, c'est Bobby Bowden qui tente la conversion à 2 points. Il joue le tout pour tout. Ça fait 26-25 pour Miami. Conversion à 2 points manquée. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, on part sur une dizaine d'années où il va y avoir des événements complètement fous en fin de match. Et 87, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est Deion Sanders, c'est Michael Irvin, c'est Brian Johnson, c'est Casey Weldon, dont on va parler tout à l'heure. Il y a la liste, là j'ai sous les yeux, il y a Russell Maryland, il y a Leon Searcy, il y a Craig Erickson aussi, Jeff Figel. Enfin, c'est assez incroyable. Il suffit de se baisser. Ouais. Il y a plus de 60 joueurs qui vont, dans les années qui vont suivre, fouler les pelouses de la NFL. C'est vraiment un match mythique et qui lance vraiment pratiquement, presque même un peu plus, je dirais presque une quinzaine d'années de rivalité complètement folle entre les Hurricanes et les Seminoles. Et c'est ça, alors, et on a presque l'impression, encore une fois, tu le disais, Bobby Bowden à Florida State, il a réussi très vite, mais c'est un peu symbolisé notamment par ce match de 87, de 87 pardon, dont tu parles, avec cette conversion manquée, et le fait justement qu'en arrivant avant Stellenberger, il voit quand même Miami au sommet de la hiérarchie de l'État avant. Et c'est vrai qu'on a souvent eu cette impression que c'était un peu la kryptonite de Bobby Bowden. Il y a peu de choses qui lui ont résisté pendant qu'il était à la tête des Seminoles pendant une bonne trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, Miami, il y a eu pas mal de difficultés, à tel point presque que Florida State, je ne dirais pas à renier son identité, mais on se rappelle notamment en 1989 de ce rap improvisé des joueurs des Seminoles, qui n'était pas du tout dans les traditions, qui répondait un petit peu justement au côté bad boys de Miami, hein, qu'on avait beaucoup mis en avant, notamment avec ce ball contre Penn State, je crois que c'était en 83. 86, pardon. 86. Avec Silo qui arrive avec son manteau des Hells Angels. Enfin, là aussi, voilà, des conférences de presse. Une arrivée toute haute en couleur. Et c'est vrai que Florida State, qui était un peu plus polissé, si je peux parler ainsi, un peu plus sobre dans l'attitude. Là, en tout cas, il rentrait un petit peu dans ce côté jeu d'esprit, on va dire. Et en plus, on rentre vraiment dans les années, et ça va être symbolisé par le match dont on va parler tout à l'heure, ce côté où ils sont constamment dans le top 5 chaque année, à chaque fois qu'ils se retrouvent. Voilà, c'est en étant dans le quintet de tête et en étant souvent amené, en cas de victoire, à être des candidats plus que crédibles au titre national. Donc, tu parlais des fins de match de folie, on va y revenir également tout à l'heure, on va le développer. Ce qui est intéressant aussi avec cette rivalité-là, et c'est aussi pour ça que j'ai privilégié à titre personnel Miami et Florida State, on aurait pu parler de Florida. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette rivalité-là, elle s'est vraiment ancrée dans une rivalité intra-conférence depuis le passage de Miami, de la Big East à la CC depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Tout à fait, parce que ces programmes ont été très longtemps indépendants, jusqu'au début des années 90. Miami rejoint la Big East, si je me souviens bien, en 91, d'ailleurs l'année de la première. C'est la 91, le match dont on va parler, c'est la première année de Miami dans la Big East. Florida State, c'est en 92. On sait qu'en 92, il y a eu beaucoup de changements, un réalignement. Florida State rejoint la CC à ce moment-là. Et à partir de 2004, donc, Miami quitte la Big East pour rejoindre la CC. Alors, ce qui est curieux, c'est que depuis qu'ils seront dans la même conférence, ils ne sont pas au top au même moment. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu les années, on va dire la fin des années de Bobby Bowden,
un peu moins bonne, mais grosse domination en tout cas de Florida State pendant pas mal de temps. Pas au tout début, hein. Tout début, je pense que c'est Miami qui gagne le premier match entre les deux équipes intra-conférence, mais derrière, je pense que Florida State gagne 10 des 12 derniers matchs suivants. Vraiment une grosse domination. Et puis, c'est que très récemment, finalement, que Miami, avec la débâcle de l'ère post-Jimbo Fisher, que Miami a repris un peu l'ascendant en gagnant les 4 dernières confrontations. Mais effectivement, depuis qu'ils sont dans l'ACC, on s'attendait, on se frottait les mains, on se disait, oh là là, ça va être terrible. Ça va être vraiment Il y a une petite malédiction, en effet, sur le côté Miami en ACC. On l'avait souvent souligné tout à avec fait. notamment l'absence de titres de conférence et même pendant longtemps, l'absence de toute finale de conf, ce qui était quand même une anomalie quand on connaît le niveau supposé des Hurricanes dans le plateau global, quoi. Exact, parce que si je me souviens bien, il a fait l'attente 2017 pour avoir leur première participation à l'ACC Championship Game. Bah, c'est la fameuse rousse qu'ils prennent contre Clemson, si je ne me trompe pas. Comme tu le sais, on prend toujours une rousse contre Clemson en finale de l'ACC. En tout cas, ils ont fait partie des nombreuses équipes. Ouais. Je ne sais pas si on peut les mettre au même niveau que Pittsburgh ou d'autres, mais ouais, en l'occurrence, ça s'est vu. Et oui, en donc là, l'occurrence, voilà, c'est vrai que ça a en tout cas amplifié. C'est vrai que par exemple, si je reprends l'exemple de Florida, ça avait été mis en avant notamment par certains joueurs des Hurricanes dans le documentaire que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que le fait que la rivalité entre Miami et Florida soit clairement mise de côté depuis. Alors, ils se sont affrontés il y a 2 ans, je crois, dans le match d'ouverture remporté par les Gators. Mais depuis une bonne quinzaine d'années, ils ne s'étaient plus affrontés. Ils n'étaient plus sur le même calendrier. Enfin, voilà, ils ne s'affrontaient plus annuellement, je veux dire. Alors qu'en l'occurrence, voilà, Miami, Florida State, même sans être dans la même division, en tout cas, il y a toujours cette rivalité récurrente, ce match qui a lieu et qui est attendu par énormément de monde, que ce soit à l'échelon de l'État ou à l'échelon national. ça a été une des contreparties et des désagréments, on va dire, du fait que Miami ait rejoint Florida State dans la conférence ACC, c'est qu'on connaît, hein, la difficulté des calendriers. Le fait de faire partie d'une conférence, la conférence impose un certain nombre de matchs, donc il y a moins de matchs hors conférence. On sait que souvent, match hors conférence, on ne veut pas toujours affronter des gros cadors. En tout cas, c'était le cas dans l'ère BCS notamment. C'est moins le cas maintenant. Et donc, ça a compliqué l'organisation des matchs réguliers entre Florida State, Miami et Florida. On sait d'ailleurs que depuis 2002, hein, on a maintenant la Florida Cup. Hein. On sait que le gouverneur de l'État de l'État de Floride à l'époque, c'était Jeb Bush, le frère du président, de l'ancien président américain. Il avait beaucoup poussé pour créer une rivalité parce qu'il voyait ce qui se passait. Hein. Il est tout proche. Hein. Et Georgia Tech, c'est à côté. Auburn, Alabama, c'est pas loin. Nous, la Floride, on n'a pas vraiment de rivalité comme ça annuelle. Donc, il avait institué, parce qu'il avait poussé fortement à l'organisation de la Florida Cup. Comme je l'ai dit à l'instant, le fait que les équipes aient rejoint un certain nombre de conférences, ça complique l'organisation de la Florida Cup, qui d'ailleurs, la prochaine édition n'aura lieu qu'en 2024. Donc vraiment, on perd. Voilà, on conserve le Miami Florida State quasiment tous les ans, du fait de leur présence dans la CC. Florida est un petit peu mise à l'écart. Il faut dire aussi que Florida, son vrai rival, c'est Georgia. C'est pas vraiment Miami, Florida State, oui, mais son vrai rival, Oui, parce que c'est aussi dans le fameux classique, comme on l'appelle, il a lieu quand même du côté de Jacksonville et pas forcément, même Exactement. si pour le coup, Florida et Florida State s'affrontent chaque année, on le rappelle. Exactement. Et même si paradoxalement, c'est pareil, les deux équipes ne sont pas toujours au même niveau chaque année. Donc voilà, où Étonnant. c'est Florida qui est sur le devant de la scène, ou c'était Florida State à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué également par rapport à ça. On en vient, si tu me permets, Morgane, à ce match donc, du 16 novembre 1991. Ce match, il était incontournable à mon sens aussi parce que on a. Alors, c'est pas pas aussi rare que ça, mais en tout cas, on avait quand même cette fameuse confrontation entre numéro 1 et numéro 2, qu'on ne voit pas chaque année non plus. Et là, en l'occurrence, le numéro 1, Florida State, classé numéro 1 d'ailleurs depuis le début de la saison, reçoit donc Miami, classé numéro 2. J'insiste notamment sur les classements, puisque du côté de Miami, la pilule n'a pas forcément été appréciée. Le fait qu'on classe directement les Seminoles en 91, pour beaucoup de critères, c'est que tu le disais, sur les années précédentes notamment, il y a quand même pas mal de victoires pour Miami face à Florida State. Alors, il y a cette fameuse défaite de 89 qui n'empêche pas, en l'occurrence, Miami d'être champion ou co-champion national, je ne vais pas dire de bêtises. Tout à fait.
Mais voilà, en l'occurrence, Miami part du principe que malgré cette dernière défaite du côté de Tallahassee il y a 2 saisons de ça, le meilleur effectif, il est du côté du sud-est de la Floride. Et déjà, en l'occurrence, ça va apporter cette intensité, amplifier en tout cas l'intensité qui était déjà, qui était même pas forcément nécessaire quand on prend sur le papier un numéro 1 contre un numéro 2. Exactement, et pourtant, du côté de Florida State, on a quand même des beaux arguments. Il y a un début de saison qui est quand même tonitruant, hein. Bon, ils sont classés numéro 1 par la paix de pré-saison. Ça demandait à être confirmé par un bon début de saison, et ils vont l'avoir, ce bon début de saison. Un bilan de 10-0 avant ce match-là. Ils viennent de gagner 51-31 à Ann Arbor face aux Wolverines de Michigan. Rien que ça. Ils avaient aussi battu d'autres équipes du top 25, donc BYU et Syracuse. Ils arrivent quand même avec la 3e meilleure attaque du pays. Ils ont on dirait une QB room aujourd'hui qui est quand même assez intéressante, hein. Casey Weldon à l'époque, c'est vraiment prétendant au Westman d'ailleurs en 91. Très bon. Puis derrière, il y a Brad Johnson, Et Charlie Ward. dont on va parler dans la NFL un peu plus tard, et puis surtout Charlie Ward qui, 2 ans plus tard, va gagner le Heisman. Donc c'est vraiment déjà là, il y a quand même de la qualité au poste de quarterback. Mais tu as raison, de You est pas très emballé de démarrer ce match-là, numéro 2, ça se passe au Doug Campbell Stadium, donc à Tallahassee. Grosse intensité quand même, hein. Au début du match, on sent que les deux équipes sont... il y a quand même de l'intensité, mais il y a quand même un stress, une grosse adrénaline qui va faire que on s'attendait quand même à un match assez défensif, parce qu'il y a 2 défenses, on va en parler, qui sont assez, au niveau individuel, c'est assez hallucinant. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs offensives en début de match. Ça s'est un tout petit peu ouvert dans la deuxième partie de la rencontre. Mais, alors, juste si tu me permets, alors tu parlais notamment de la QB room de Florida State. Si on plante le décor justement au niveau des forces en présence, du côté de Florida State, tu le disais, les principales forces. Alors, on va le dire tout de suite, il y a des bons backfields offensifs, notamment des bons running backs qui vont se mettre en avant sur cette rencontre-là. Mais en effet, si on prend Florida State par exemple, les 2 stars elles sont quand même en défense. En l'occurrence, avec Jones au poste de linebacker et Terrell Buckley sur le poste de cornerback. Tout à fait. Il y a même Derek Brooks aussi, autre linebacker, qui est très costaud. Effectivement, Terrell Buckley qui va gagner le Jim Thorpe Award cette année-là en 91, donc qui récompense le meilleur defensive back, qui va avoir un rôle d'ailleurs en ce match, puisque il va intercepter Gino Torretta en Il y fin en de a première quelques-uns période. qui vont l'intercepter. Ouais, Torretta, la première mi-temps de Torretta, c'est Ouais, horrible. on n'avait pas été tendre avec lui sur un yearbook. Bah, je me demande, c'est pas 91 d'ailleurs. C'est Et là, clair. en l'occurrence, sur ce match-là, pour ceux qui peuvent voir la rencontre, ils sauront que c'est pas non plus totalement galvaudé. Il n'y avait pas que du bon à prendre sur ce que proposait Torretta. Mais oui, en l'occurrence, la défense des Seminoles avait beaucoup d'arguments dans sa manche. Et Jones et Buckley en faisaient partie. Ils sont d'ailleurs draftés top 10. Alors, Derrick Brooks, il me semble qu'il est un peu plus jeune, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, c'est pas pour ça que je ne l'ai pas forcément cité. Mais Ouais, il faisait partie en tout cas de ce deuxième rideau extrêmement intimidant des Noles. effectivement, il aura un rôle plus majeur, on va dire, la 93, l'année où ils vont être champions, si je me trompe pas. Ah, Et, quoique, il n'est pas drafté l'année d'avant. Non, oui, c'est ça, il est 93, il est présent. et du coup, ouais, du côté de Miami, pareil. Alors, il y a des noms qu'on connaît un petit peu en attaque. Je pense notamment à la ligne avec Leon Searcy, qui a été un excellent joueur, qui a été un excellent tackle gauche du côté des Seminoles, du côté des Hurricanes, pardon, je vais me faire des amis, Ouais. et qui a notamment fait un Pro Bowl en NFL. On a également Mario Cristobal, hein, qui est aujourd'hui l'actuel head coach d'Oregon, ancien assistant de Nick Saban également. Et en l'occurrence, voilà, du côté de la défense, beaucoup de joueurs extrêmement intimidants également. Je pense notamment à ce duo de linebackers, Michael Barrow et Jesse Armstead. Rien que ça. Ouais, j'ai cité que, hein, mais Daryl Williams, par exemple, sur le poste de safety, c'est pas mal. Darren Smith également pour compléter le trio de linebackers. Il y avait de quoi faire, a priori, sur le papier. Grosse défense, alors moins énorme que l'année 2001, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais voilà, on est quand même avec une défense très physique, très athlétique, très rapide, véloce. Et donc voilà, on s'attendait à un gros duel de défense, et c'est ce qu'on va avoir finalement
Bah, En vas-y, du début de coup. match, mais quasiment toute la rencontre. Ouais. Ouais, du coup, je t'avais coupé, mais en l'occurrence, c'est vrai que on a ce début de match. Alors, ça commence de manière un peu bizarre parce que du coup, on s'aperçoit quand même il y a pas mal de brèches sur le run-stop. Je me rappelle notamment de deux, trois courses, en tout cas sur le premier drive de Miami, avec une bonne série notamment de Stephen Maguire, le running back Ouais. de The U, qui va vraiment avoir un gros impact sur ce MVP. match. Voilà. MVP. Ouais. Miami marque d'entrée. Excellent. Sur le premier drive en l'occurrence, avec quelques pénalités d'ailleurs de la défense de Florida State. D'ailleurs, c'est ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais c'est vrai que pour insister justement sur ce côté intensité et sur cette tendance un petit peu de vouloir mettre la machine à baffe pour réussir à se faire un peu respecter, va y avoir quand même quelques mouchoirs au cours de cette première mi-temps ou au moins au cours du premier quart. Ah, surtout des plaquages tardifs. Je pense qu'il y a un ruffling de passeur aussi, si je me souviens bien. Donc Il vraiment, y, voilà, y a des actions qui sont fabuleuses, c'est-à-dire que le running back est plaqué et on voit au moins 3 ou 4 joueurs qui sautent derrière dessus, par-dessus ouais. la mêlée. C'est assez Ah, c'est ça. fabuleux. Pendant une semaine, s'ils se sont vraiment monté la tête, on voit qu'il y a, il y a un excès d'intensité, on va dire. Et puis, voilà, ce sont des joueurs au niveau collège. Il y a parfois de la difficulté à maîtriser ses émotions. Et on voit que, voilà, au début de match, on règle des comptes, on en rajoute, on essaye d'intimider au prix de certaines pénalités. Ça donne un match, effectivement, un début de match un peu décousu. C'est pas on va pas se mentir, hein, c'est pas le meilleur début de match qu'on a vu de notre carrière, on va dire. Mais ça reste quand même très intense. Donc, on sent que sur chaque snap, il peut se passer quelque chose. Et ça, ça reste quand même voilà, très, très intéressant, je trouve, comme match à regarder. En tout cas, moi, pour l'avoir regardé 2 fois d'ailleurs en replay, à l'époque du Yearbook, quand on avait fait le Yearbook, puis très récemment pour préparer cette émission, j'ai eu du plaisir quand même à regarder ce match-là. Oui, non, c'est ça, parce que je le dis, c'est vrai que c'est très ancré au niveau du jeu au sol. Je parlais de Maguire tout à l'heure à Miami. Il y a un excellent ampli du côté de Florida State qui est bien Oui, relayé par tout Edgar à fait. Bennett également. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu au sol qui est bien installé. Le jeu à la passe est un peu plus incertain, on va y revenir. Mais en tout cas, en termes de play call, on n'est pas dans du football à la papa où en effet, en 91, on se dit allez, on court, on court, quoi. Et pourtant, sur les lignes, il y a de quoi avoir du répondant, en tout cas sur certains moments, ça aussi, on pourra en reparler. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de passes qui sont tentées, beaucoup de passes profondes, hein. Ouais. On n'hésite pas à mettre au défi le backfield défensif adverse. Et c'est vrai que même si c'est pas complété systématiquement, c'est moins qu'on puisse dire, au moins, il y a il y a de quoi renforcer un petit peu l'intérêt autour de ce match et pas rentrer simplement dans une bataille de tranchées perpétuelles. On en parlait tout à l'heure. Alors, Miami, je le disais, marque dès le premier drive pour prendre cet avantage de 7-0. Derrière, offensivement, Miami produit pas trop. D'ailleurs, on va Rien. avoir un duel très, très défensif. Ouais, ouais. Et on va rentrer dans ce fameux trou noir de Gino Torretta qui va concéder pas mal d'interceptions que tu évoquais notamment tout à l'heure et qui va redonner petit à petit ce momentum justement au joueur de Bobby Bowden. Ouais, alors c'est vrai qu'il est mis sous pression parce que le premier touchdown de Florida State est marqué suite à un fumble commis par Stephen Maguire. Oui, Donc c'est vrai que là, c'est déjà ce qui complique la tâche pour Miami. Ouais, tout ouais, à fait. ça lui remet encore un peu plus de pression alors que le match, il le démarre pas très bien. Alors, vraiment des mauvaises prises de décision. On sent l'exécution très laborieuse de ses passes, hein. Pas de connexion. Il avait développé une certaine connexion avec Lamar Thomas pendant tout le début de saison, on va dire. Là, pas du tout. Là, c'est vraiment. Il y avait Horace Copeland aussi, mais vraiment, on a rien du tout. Je pense que après leur premier touchdown, il y a, si je me souviens bien, il y a 4 drives consécutifs où ils font 0 first down, quoi. Mm. Assez terrible. Et puis, mais malgré tout, euh, Florida State n'en profite pas tant que ça finalement, parce que si tu regardes bien, il y a ce fumble, bon, derrière capitalisé par un touchdown, mais il y a 2 interceptions donc réussies par la défense de Florida State. Terrell Buckley, on en a parlé tout à l'heure, et Marvin Jones, si je ne me trompe pas. Mhm. Mais finalement, on n'est qu'à 17 à la mi-temps, Ouais. parce que Gino Torretta se met en avant par sa médiocrité, j'allais dire, mais d'un côté, Casey Weldon, ben, pas beaucoup mieux finalement. Il n'y a pas les interceptions, mais l'exécution n'est pas vraiment au rendez-vous non plus Ah, pour Casey, qui avait été vraiment pourtant royal 2 semaines plus tôt à Ann Arbor face à Michigan. c'est ça. Weldon, le mal nommé, on pourrait dire, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déchets, notamment sur troisième tentative, dans mon souvenir.
Et il faut attendre très très tard dans le match pour voir justement les Seminoles réussir à compléter une troisième tentative pour pouvoir avancer. Je me demande si ce n'est pas le troisième quart-temps, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, vraiment, je crois qu'il démarre avec un 0/6 ou un 0/7 justement sur troisième. Ce C'est qui fait quand terrible. même un petit peu tâche quand tu espères en effet capitaliser sur les erreurs défensives, sur les erreurs offensives que pouvait commettre Miami à ce moment-là, en l'occurrence. Du coup, très concrètement, tu le disais, donc 7-0 pour Miami d'entrée, 10-7 pour Florida State à la mi-temps. Florida State qui garde quand même un certain rythme dans le troisième quart pour creuser l'écart. Ils vont marquer leur field goal qui leur permet de passer à 16-7 en tout début de quatrième quart, je crois juste après la pause du troisième. Et pendant ce temps-là, non seulement Torreta n'est pas au rendez-vous, mais sa ligne souffre énormément. Et on a quand même un troisième quart, ou en tout cas une deuxième mi-temps, où, si vous me permettez l'expression, Gino Torreta, il en prend plein la tronche. Il en prend plein la tronche. Il en prend plein la tronche et la domination de Florida State est terrible. Au compte des yards, ils sont très très largement en avance. Et vraiment, Gino Torreta en prend plein la tronche. Il n'avance pas. L'attaque n'avance pas. Il faut attendre le réveil de Stephen Maguire dont on parlait tout à l'heure pour le titre de MVP. Ouais. Il y a Kevin Williams qui leur fait un peu de bien éventuellement également sur l'équipe spéciale, mais c'est moins flagrant que Maguire, je te l'accorde. Ouais. Et effectivement, là, pendant le troisième quart-temps, ils sont menés 16-7 à un moment donné. Il n'y a personne qui croit qu'ils vont réussir à s'imposer dans ce match à ce moment-là, vu les circonstances. Stephen Maguire permet un peu à l'équipe de reprendre un peu espoir en début de quatrième. Ils reviennent à 16-10 après un drive où il est vraiment royal. Puis il y a un field goal qui est réussi par l'équipe de Miami, donc ils reviennent à 16-10. Mais on ne sent pas vraiment, on se dit Gino Torreta, il ne va pas être capable de réussir un drive qui va remettre son équipe en bon chemin. Il y a des miracles dans la vie. C'est ça, il arrivera malgré tout. Alors, c'est vrai, alors, ça va m'amener à la question que je vais te poser tout à l'heure, parce qu'il y a Miami donc, qui recolle à 16-10 assez rapidement, enfin en tout cas pas très longtemps après le field goal de Florida State pour passer à 9 points d'avance. Et il y a en effet ce dernier drive qui m'a paru moi une éternité. Où on se retrouve d'ailleurs avec Miami qui doit avoir, ils ont au moins une quatrième tentative tentée qui convertit sur notamment dans la red zone sur Copeland, exactement. Sur la tête de Terrell Buckley d'ailleurs, donc comme quoi fallait quand même le réussir. Mais c'est vrai que ouais, du côté de Miami, ça a été extrêmement, extrêmement compliqué. Alors, d'où ma question, est-ce que pour toi, il y a eu quand même une gestion un peu contestable de Florida State ou pas spécialement? Après, c'est toujours la même chose. On a beau se dire qu'ils sont plus fringants, si tu n'as qu'un touchdown d'avance, tu joues peut-être un peu plus avec le frein à main, et en l'occurrence, avec une attaque qui n'était peut-être pas top. Ça les a peut-être un petit peu, ça a peut-être un peu joué contre eux. Est-ce qu'ils ont cru avoir gagné le match trop tôt? Parce que c'est vrai qu'on voit sur le dernier drive, je trouve qu'il y a moins d'intensité, ils jouent avec moins de confiance, ils commencent à jouer un peu plus sur les talons. On voit que les DB ils couvrent un peu plus l'open field. Et Gino Torreta, ils réussissent ce qu'on n'attendait pas qu'ils réussissent, c'est-à-dire à compléter une passe déjà, presque. Donc ça, c'est assez étonnant. Mais il est bien aidé aussi par Larry Jones, qui réussit le touchdown qui leur donne l'avantage, 17 à 16. Il y a Stephen Maguire aussi qui est précieux quand même. Il gagne les first down. Il permet quand même, il force quand même la ligne de linebacker à être toujours vigilante parce que à tout moment, il peut gagner. Comme ça, il est quand même il a une capacité à trouver les brèches. Donc le deuxième rideau est quand même ils peuvent pas jouer en coverage, quoi. C'est ça que je veux dire, parce qu'il y a Stephen Maguire qui est toujours là. Donc ça ouvre quand même des opportunités de mismatch pour les receveurs de Miami, et Torreta va enfin exécuter correctement les jeux, et ça va être plutôt avantageux. Pour répondre à ta question, je garde quand même plutôt le réveil de l'attaque de Miami plutôt qu'un. On n'a pas assisté à un effondrement de la défense de Florida State, je trouve, dans ce dernier drive. Mais peut-être, ils ont joué un peu plus sur les talons, on va dire. Oui, c'est vrai. Bon, après, la défense de Miami, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la défense de Miami, il y a quand même des coachs qu'on connaît un peu. Hein. Il me semble avoir vu que Tommy Tuberville coachait la linebacker, ancien coach d'Auburn notamment. Ton grand copain Edward Joran gérait déjà la D-line de Miami. Exact. Cet homme est partout.
c'est incroyable. Et donc, oui, non, c'est sûr qu'il y a eu un boulot extrêmement bien fait. Après, c'est sûr que c'est un peu en contradiction, mais ça, encore une fois, je vais défoncer une porte ouverte, mais c'est un peu en contradiction avec le dernier drive. On va voir forcément une équipe de Florida State qui va être beaucoup plus incisive. Je crois qu'il doit Tout à rester fait. 2-3 minutes au chrono quand Miami reprend l'avantage Un d'un peu point moins, ouais, un peu sur la moins. conversion réussie par Huerta, le kicker. Et en effet, il y a cette équipe de Florida State qui va avancer petit à petit, d'abord par les running backs. Il y a cette fameuse passe profonde qui est déflectée, mais avec l'aide d'une poussette. Je crois que c'est McNeil, le defensive back de Miami, qui est pris par la patrouille et qui permet à Florida State de grappiller du terrain. Après, il y a toujours cette règle un petit peu controversée où, pour une faute dans la end zone, tu permets à Florida State de récupérer le ballon que dans les 15 yards, parce qu'en l'occurrence, c'est moitié de terrain. Au final, on se rend compte que ça va avoir quand même pas mal de conséquences à l'arrivée. Et c'est Ouais. vrai que Florida State, malgré tout, en peu de temps, avec encore une fois, là aussi, un quasi Weldon qui n'était pas fameux sur l'ensemble de la partie, arrive à se mettre en bonne position. Et jusque-là, donc Gary Thomas, le kicker de Florida State, se présente avec le plein de confiance. Il n'a pas raté de field goal, ce qui est le cas d'ailleurs, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce qui est le cas de Huerta, le kicker de Miami, qui loupe un field goal juste avant la pause. Ce qui n'est pas le cas de Gary Thomas, qui est parfait jusque-là. Et la légende va s'écrire. Morgan, rappelle-nous un petit peu ce scénario absolument dingue de ce Florida State Miami. Donc il y a ce fameux dernier drive, il se retrouve à 32 yards, un field goal 32 yards. Il réussit habituellement. Alors son field goal le plus long en carrière, c'est 40 yards, mais il a un taux de réussite qui est quand même plutôt encourageant et qui met l'équipe en confiance, hein. Donc là, 32 yards, quoi. Ça se passe bien au début. Il s'élance, il tire. Le ballon semble se diriger entre les poteaux. Puis, il Il n'est même dévie pas touché le légèrement. ballon. Hein. Il ne me semble pas qu'il soit dévié. Hein. Il n'est pas touché, tout à Mmh. fait. Pas dévié. Le ballon tend à aller vers le poteau droit, effleure le poteau droit, mais pas du bon côté. Pas du bon côté, mais effleure quand même le poteau droit, ce qui fait que on a plusieurs joueurs de FSU sur le terrain qui pensent avoir vu le ballon passer. Mmh. Bah, on a cette Voyant scène avec certains... Bobby Bowden qui rentre Exactement. sur le terrain. Bobby Ouais. Bowden, voyant la plupart de ses joueurs les bras en l'air, grand sourire, hein, vraiment. Alors là, il a la caméra de ESPN sur lui, grand sourire, ça y est, j'ai enfin gagné, comme tu as dit tout à l'heure, la kryptonite, blablabla. Avant de se rendre compte que non, c'est pas passé, c'est passé à droite, le fameux. Écoute, Le wide right one. exactement. C'est pas évident à Ouais. dire en anglais, hein, surtout pour moi. Mais en tout cas, voilà, le field goal qui passe à côté. On l'appellera le premier, puisqu'on va peut-être enchaîner sur les conséquences de ce match. En tout cas, victoire sur la rencontre en elle-même donc de Ouais. Miami, qui valide ce succès donc à l'ultime seconde, 17-16. Succès important qui permet donc à Miami, qui avait commencé la saison en tant que numéro 3 et qui avait grimpé notamment numéro 2 avant de se déplacer du côté de Tallahassee, de passer officiellement numéro 1. On va en venir aux conséquences. Tout d'abord, les conséquences en termes d'équipe. Miami, Ouais. justement, pour commencer, qui prend cette première place, qui ne la quittera plus, en l'occurrence, de la saison. Parce qu'ils vont connaître leur deuxième saison invaincue de leur histoire. Et ils vont terminer effectivement 12-0. Alors à l'époque, hein, ils ont un calendrier, on va dire, pour s'intégrer à la Big East. Hein, ils ont joué uniquement 2 matchs. Donc ils finissent derrière Syracuse dans la Big East, mais avec un bilan de 12-0. Et donc, ils finissent premiers de la PayPal. Mais là, souvenez-vous, hein, on est à une époque, on est loin, on n'est même pas à l'époque du BCS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finale organisée entre le numéro 1 et le numéro 2. On est encore beaucoup plus loin des playoffs. Hein, on parle en ce moment des playoffs à 12 potentiellement, mais là, on est encore beaucoup plus loin. Et là, il y a une autre équipe. Il y a une autre équipe qui fait son petit bout de chemin plutôt intéressant. C'est Washington. Les Huskies, menés par Don James. En plus, c'est très, très, très curieux, puisqu'on en avait parlé dans le yearbook, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Don James a joué pour les Hurricanes, alors que Erickson, le coach de Miami, est originaire de Washington. Donc, c'est vraiment le destin croisé entre les deux. C'est la meilleure équipe de l'histoire, en tout cas, des Huskies. Vraiment, cette saison invaincue qui va les amener jusqu'à croire à être capable de remporter le titre, ça récompense vraiment la fidélité de Don James, qui est présent là depuis 17 saisons
avec les Huskies. Alors, il y a vraiment des joueurs incroyables. Il y a une dizaine de joueurs qui vont être draftés dans la NFL cette année-là, qui sortent donc de Washington, avec le fameux Steve Entman, bien sûr, numéro 1 de la draft 92. Salut aux fans des Colts. Pour le succès qu'on sait, en effet, ouais. Pour le succès qu'on sait. Ils ont une équipe incroyable. Alors, on est privé de ce match entre Miami et Washington. Pour quelles raisons? Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué. On n'est pas dans un mode BCS avec finale 1-2. Washington est pris avec un contrat avec le Rose Bowl. Souvenez-vous, il y a un contrat entre la Pac-10 à l'époque et la Big Ten, qui s'est aujourd'hui poursuivi d'ailleurs avec la Pac-12 Big Ten. Donc, ils ne peuvent pas jouer face à Miami. Ils vont jouer face à Michigan. Ils vont gagner ce match face à Michigan 34-14. Je crois que c'est la veille de l'Orange Bowl entre Miami et Nebraska. Et c'est là où tu veux en venir, j'imagine. Il y a polémique parce que, alors on peut le dire tout de suite, Miami va s'imposer 22-0 face à Nebraska. Oui, c'est sûr qu'ils avaient rarement joué Nebraska sur le dernier match de la saison. C'était important d'avoir ce match. Donc là, on se retrouve avec deux équipes invaincues. L'une va être nommée championne par la PayPal, Miami, et l'autre va être nommée championne par le Coaches Poll, si je ne me trompe pas, Washington. Et on rappelle qu'il y a eu le même scénario l'année d'avant, si je ne me trompe pas, en 90, entre Colorado et Georgia Tech. C'est exactement ça. Et là, ça commençait vraiment, on commençait à se dire, il faut qu'on arrête. Et il y avait eu l'Alliance Bowl, tu sais, on en avait parlé, l'Alliance Bowl, puis après va naître le BCS, quoi. Donc, une des premières conséquences importantes, en tout cas, de ce match et de cette saison de Miami, en tout cas, c'est quand même la réorganisation globale de tout ce qui concerne les bowls au niveau du college football. En tout cas, pour ceux qui considèrent que Miami était l'équipe la plus légitime, c'est donc le 4e titre en 8 ans. Écoute, c'est le 4e titre, 83, 87, 89, 91. C'est ça. Donc voilà, il y a vraiment une hégémonie à l'échelle nationale de la part de cette équipe des Hurricanes, que ce soit avec Schellenberger ou depuis peu du coup avec Dennis Erickson, qui est donc là depuis depuis 3 ans du côté de Miami. Et en effet, ça consacre une équipe qui va continuer de dominer assez allègrement, en tout cas d'être perpétuellement aux avant-postes, de jouer les premiers rôles. Cette équipe donc de The U. Florida State, les conséquences de ce match, on va dire que Bobby Bowden continue de continue de devoir avaler la pilule. Il va la digérer encore à peu près 2 ans, le temps de façonner avec certains genres que tu évoquais tout à l'heure. Je pense à Derrick Brooks par exemple, Charlie Ward dont on a parlé également, façonner la future génération, je dirais. Tout à fait. Future génération. L'année suivante, Florida State fait un bilan de 11-1. Victoire 27-14 donc face à Nebraska. C'est l'émergence de Charlie Ward. Donc. Puis ça va trouver 92, on va peut-être en reparler. Il y a encore un match Miami, Florida State sympa aussi. Mais 93, effectivement, premier titre de champion national donc pour Florida State avec Charlie Ward. Et puis une génération incroyable. Cette année-là, ils vont battre enfin Miami 28-10, quoi, et remporter le titre national, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, 91 et 92, je pense que Bobby Bowden, il a pris des coups sur la tête. Il s'est dit non, là, faut que ça s'arrête une bonne fois pour toutes quand même. Bon, en tout cas, au moins une saison. Et c'est vrai que 93, c'est quand même l'une des saisons les plus abouties de Florida State. Alors, on pourra toujours comparer avec 2013, par exemple, ou ce genre de saison. Mais en tout cas, vraiment, la saison 93, on a vu des Seminoles hyper fringants. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tout à l'heure, on parlait de l'émergence quasiment en même temps des deux programmes au début des années 80, et on a vraiment l'impression que au moment où Florida State gagne son titre national, c'est le début du déclin de Miami, parce qu'ils perdent en 92, ils perdent leur titre face à Alabama au Sugar Bowl, Sugar Bowl 93 donc. Et donc quelques mois avant le titre, donc cette défaite au Sugar Bowl face à Alabama se passe quasiment 1 an avant le titre de FSU, mais vraiment cette défaite au Sugar Bowl face à Alabama va vraiment donner le coup d'envoi de 8-9 ans compliqués pour les Hurricanes qui vont retrouver leur superbe, on va dire, avec Cocker en 2001, et puis cette fameuse saison 2001. C'est ça. On va dire qu'ils ont des bilans à 2-3 défaites pendant quelques années.
ce qui reste assez Ouais. honorable. Mais c'est vrai que la grosse anomalie, notamment, elle va arriver en 97 avec cette fiche négative, en l'occurrence, lors de la saison lors d'une des saisons de Butch Davis, avec notamment un début de saison assez Bah, calamiteux de la part de OU. Ouais. puis c'est la période où on commence à payer les pots cassés, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'émergence de ces deux programmes, on va dire qu'on est à la limite de la légalité, on va dire, Mm. dans certaines pratiques, on va dire. Hein. Donc là, on va commencer à partir de Butch Davis. C'est pas Butch Davis paye un peu le prix pour tout le monde, parce qu'il y a eu effectivement Deux, trois abus. une culture un peu particulière dans ces deux programmes-là, un laxisme académique. À la limite, ça, c'est peut-être le moins grave, même si c'est pas très glorieux. Mais par contre, voilà, il y a des pratiques où, ben, vous connaissez. Si vous pensez qu'aujourd'hui, on est on regrette qu'il y ait des joueurs payés, etc. Mais alors, à l'époque, on est dans une autre planète. Hein. Faut quand même rappeler qu'il y a des joueurs à l'époque qui arrivent en Porsche sur le campus. Hein. Puis c'est pas en travaillant au fast-food du coin qu'ils ont pu se payer ça, si vous voulez. C'est Donc ça. c'est assez On a- étonnant. Et c'est en 1990, vraiment, Butch Davis va payer de plein fouet la mise en place. On aura Nevin Shapiro un peu plus tard, hein, quasiment 20 ans plus tard. Même chose, à peu près la même chose Les avec acteurs changent, mais les acteurs l'idée est changent, la les même. pratiques restent, ouais, c'est ça. Mais voilà, Butch Davis va payer un peu Voilà. les pots On n'est cassés. pas au point des SMU, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, avec la death penalty notamment. On n'est pas loin quand même. Hein. Quelques années avant, mais oui, en l'occurrence, du côté de Miami, ouais, on savait se montrer convaincant par plus d'un argument, c'est sûr. On en vient aux conséquences qui concernent le match en lui-même. On va rester plus ou moins sur les conséquences pour Florida State. Ce match, donc, les Seminoles le perdent avec ce field goal qui passe donc de peu à droite, le white right Ouais. one. Pourquoi on dit one? Parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul field goal manqué, et surtout, et c'est ça qui est dingue, il n'y a pas eu qu'un seul field goal manqué en fin de match par Florida State, qui a connu beaucoup de difficultés avec ses kickers lorsqu'il fallait rencontrer Miami. L'année suivante, 92, Miami s'impose 19-16. Alors, c'est plus Jerry Thomas qui manque le field goal Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est même pas le même kicker. à droite. C'est Dan Morey qui était son backup, qui était le backup en 91. Et cette année-là, bah, Miami va laisser filer le titre. Donc à Alabama, j'en parlais tout à l'heure avec cette défaite au Sugar Bowl, mais va gagner donc ce duel face à FSU. On appelle ça donc le Wide Right 2, puisque c'est exactement quasiment la réplique de ce qui s'est passé C'est en juste le stade qui 91. change. On a juste quitté Juste le stade qui Tallahassee pour change. aller à Miami. Ouais. Exactement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après ce match-là, FSU ne perdra plus un seul match en 92 et terminera deuxième de la PayPal cette année en 92. Mais alors, ce que je pense c'est là que tu veux aller, c'est que quelques années plus tard, on se retrouve avec la troisième édition du White Right. C'est en 2000. Les acteurs changent, mais le scénario il reste quasiment le même, encore une fois. On a Chris Weinke donc, qui gagnera le S-Man en 2000. Alors, Miami mène 27-24. Chris Weinke remonte le terrain, met en position son kicker pour avoir la possibilité d'égaliser à ce moment-là, pas pour gagner le match, mais d'égaliser. Et ben non, c'est Matt, j'ai son nom noté, Matt Munyon. Encore un échec. Et ça, c'est assez incroyable. Et puis 2 ans plus tard, là, on change de côté. On n'est plus dans le white right, mais le Oui, white c'est ça. Ils se left. sont dit, ça devient un petit peu redondant quand même. On va quand même essayer de on, va, varier. on va changer de côté. Miami réussit encore un comeback incroyable pour repasser 28-27 en fin de match. Et encore une fois, FSU va se planter et va louper un field Miami qui goal. est numéro 1 à l'époque. Hein, donc ça aurait vraiment pu en plus être Ça aurait un coup de pu, tonnerre que Florida State gagne à Miami lors de cette saison 2002. Et en effet, tu as de nouveau Miami aurait fait son le field goal qui est loupé pour se transformer du coup en white left. Je dis une bêtise si je te dis qu'il y a eu un quatrième white right. Le White Right 4, non, moi j'ai un White Left 2 en 2018. Mais, Attends, j'ai essayé de le retrouver. Il me semble bah, qu'il y en avait eu. avec Ricky Aguayo, hein, 2018, c'est quand même on va revenir si tu veux sur le quatrième édition du White Right, mais en 2018, on a FSU à la surprise générale qui mène 27-7. Mhm. Il y a Brad Kaya, pardon, pas Brad Kaya, pardon, Nkosi qui nous fait Nkosi Perry qui nous fait un énorme comeback
Miami repasse devant 28-27 et Ricky Aguayo a la possibilité de donner la victoire à FSU 2017-2018. C'est le retour c'est l'ère Mark Richt. C'est donc le retour de Miami qui commence à redevenir au top, puisqu'ils ont eu vraiment une traversée du désert terrible dans les années, dans les années 2010. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Il y a eu avec des coachs quelques comme, années de. Les fameuses avec premières années Big East, les conséquences des fameuses premières années. Les un premières années ACC, pardon. avec un coach comme Al Golden, fabuleux. Mais voilà, donc on a encore une fin de match qui tourne, voilà, ça se joue sur un field goal juste à la fin. C'est assez et en défaveur, donc encore une fois de FSU. C'est assez étonnant. Ouais, il me semble du coup, je crois que le quatrième Wild Right, c'était en 2004. Match d'ouverture en plus, il me semble, où il y a 10 partout. Florida State monte le field goal et ils perdent en prolonge contre Miami sur un touchdown de Frank Gore. Voilà. Voilà. Les périodes changent, mais en tout ouais. cas, les conséquences étaient les mêmes. Et donc, tu en avais un deuxième à gauche? Il m'a Le échappé deuxième à celui-là. gauche, c'est celui qui Ah vient bah oui, c'est celui dont tu m'as parlé. Oui, pardon, je suis bête. de Ricky Aguayo. Voilà. Ricky Aguayo. Donc, en l'occurrence, c'est quand même assez fabuleux parce qu'en l'occurrence, on a déjà vu des scénarios se répéter, mais 6 fois sur des côtés différents. C'est vrai que là, en l'occurrence, voilà, c'est vraiment pour insister sur le côté sur le fait que vraiment, Miami a rarement été une équipe qui réussissait à Florida State au cours des années, et peu importe le compartiment du jeu, même sur équipe spéciale, surtout même sur équipe spéciale, c'est pas forcément une équipe qui l'a réussi assez souvent, et c'est à l'image des dernières années, puisque comme tu le disais, ils sont sur une série de 4 victoires consécutives à l'heure où on se parle. Exactement. Et la dernière victoire de FSU face à Miami, c'est 2016. Et si tu te souviens bien, il y a ce qu'on appelle de block at the Rock, puisqu'on jouait au Hard Rock Stadium à ce moment-là. Miami pense pouvoir égaliser. Ils reviennent à 20-19, si tu te souviens bien. Là, c'est Brad Kaaya. Donc, ils viennent de perdre les 6 derniers matchs, Miami contre FSU. On l'a dit tout à l'heure, ils traversaient du désert au début des années 2010. Ils se disent, bing, on va aller en prolongation. Ils ne jouent pas le 2 points, ils jouent le 20 partout. Bloqué. Bloqué par DeMarcus Walker qui bloque la tentative de X-Point pour égaliser. C'est ce qu'on appelle donc de block at the rock. Donc, encore une histoire de coup de pied. C'est assez incroyable. Et donc, l'édition 2020 a été décevante dans ce registre-là, puisqu'on a une large victoire de Miami. On espère qu'avec Mike Norvell du côté de Florida State et Manny Diaz du côté de Miami, on va retrouver cette rivalité dans les années qui viennent, parce que ça manque au college football. On veut avoir cette rivalité floridienne. Oui, surtout qu'on le vend chaque année dans le podcast ball du site de Opponent. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est un match qu'on attend toujours de manière assez... de manière très impatiente, parce que du coup, oui, on sait qu'il y a quand même de fortes chances qu'on puisse avoir un match à couteau tiré jusqu'au bout. Avant, en effet, les 2 dernières saisons où Miami s'est imposé avec plus ou moins de confort, plus en l'occurrence l'année dernière, en effet, avec cette victoire 52-10. Mais c'est vrai qu'on se rappelle notamment de la saison 2018 où Miami va gagner 28-27 à domicile. Il y avait ce 24-20 avec le receveur, le 80, dont j'ai oublié le nom, qui sortait de nulle part et qui capte ce ballon. Il y avait notre ami Loïc qui était présent ce jour-là. Oui, c'est ça, ouais, c'est bien ce qui me semble. À Tallahassee ce jour-là, donc il avait été, on avait une accréditation pour lui. Il était, s'appelle Darrell Langham. C'est ça. J'ai déjà oublié le nom. À 6 secondes de la fin, et Loïc est juste derrière avec son chasuble. Assez étonnant. Toujours bien placé, Loïc. C'est ça, oui, il paraît, ouais, sur certains bowls également. Le fameux Rose Bowl, le fameux USC Penn State. Tout à fait. On le voit bien sur ESPN. Tout à fait. Il a fait 2-3 coucous à Deontay Burnett, pour ceux qui se rappellent de ce joueur. Mais oui, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette rivalité Miami-Florida State, on pourra en parler des heures et des heures, comme toujours, mon cher Morgan. C'était un plaisir, en tout cas, de faire ce Rivaliday, ce deuxième épisode global et ce premier épisode consacré à l'actualité du college football. Il y a eu un petit temps de latence entre le premier et le deuxième épisode. Je m'en excuse, il y a eu pas mal de choses à gérer ces dernières semaines. A priori, le troisième épisode devra arriver dans assez peu de temps, avec notamment de la NFL. Il y a sans doute un chapitre consacré aux Steelers et aux Ravens qui s'annonce. Et là aussi,
a priori, ce sera pas triste. Merci encore, Morgane, en tout cas. Ça va bastonner sévère, on est d'accord. Bastonner. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode du Rivalides. Salut à tous. Salut à tous.